Europe 1 Soir, 19h-20h. Hélène Zellani. 19h32 sur Europe 1. Il aura fallu près de 3 décennies pour qu'une COP ouvre la voie à la fin des énergies fossiles, entendez gaz, pétrole et charbon. Un compromis a donc été adopté aujourd'hui dans le cadre de la COP 28 à Dubaï. Et on en parle avec vous, Antoine Bueno. Bonsoir. Oui, bonsoir Hélène Zellani. Vous êtes conseiller au Sénat sur les questions écologiques et vous avez la gentillesse d'être à mes côtés dans ce studio. Vous étiez venu nous parler de cette COP le jour de son ouverture. Et c'est donc en toute logique que vous venez commenter le compromis signé aujourd'hui. À l'époque, il y avait quand même pas mal de doutes. Ça se passait à Dubaï. Il y avait ce sultan Al-Jaber qui possède une compagnie pétrolière. Beaucoup de doutes. Aujourd'hui, on parle d'un accord historique. Est-ce que c'est aussi votre avis ? C'est drôle que vous disiez à l'époque, alors qu'on parle de quelque chose qui date d'il y a moins de 15 jours. C'est dire un peu l'hystérie de notre époque, en fait, et l'hystérie médiatique qui est capable, et on l'a vu avec cette COP, de présenter la chose soit de manière extrêmement noire, c'était le début, on a qualifié cette COP de tous les noms. Quand on s'est rencontrés, c'était la COP de la honte. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Si. Ça veut dire qu'on n'en attendait rien. Et alors, aujourd'hui, on est dans l'excès exactement inverse. Tout est rose et c'est historique. Alors moi, à chaque fois que vous m'inviterez, je suis désolé de vous le dire, mais je serai toujours plus nuancé. Alors, historique, je sais pas, faut pas exagérer, mais non nul et appréciable, ça oui. Alors, l'accord ne valide pas la sortie des énergies fossiles. Il ne faut pas faire ce raccourci. Le mot d'ailleurs de sortie n'est pas employé. En revanche, cet accord, il appelle les pays à faire une transition en dehors des énergies fossiles. Alors, transition n'est pas réduction. Où est la nuance ? Expliquez-nous la nuance. Alors, la nuance, c'est que tout ça est très politique et diplomatique, et que le mot sortie était devenu un catalyseur de toutes les oppositions des pays du Golfe et d'autres encore, c'est-à-dire un tiers des pays du monde qui étaient fermement interdits à ce totem du mot sortie. Donc il a fallu bricoler, et c'est ça tout l'art de la diplomatie, pour trouver quelque chose qui veuille à peu près dire la même chose, mais qui ne soit pas ce mot-là. Vous savez, les COP, c'est toujours la même chose. C'est verre à moitié vide et verre à moitié plein. Pour en apprécier la qualité, soit on se place du côté de l'idéal, et évidemment les ONG, les associations, les citoyens mobilisés, leur rôle, c'est de pointer l'idéal et de dire il aurait fallu la sortie. Ça, c'était vraiment le verre totalement plein, mais on peut aussi regarder d'où on part. Vous l'avez rappelé, ça fait 30 ans, d'où on vient, on revient de très très loin. Et ça, c'est le verre à moitié plein, parce que on ne nommait pas les énergies fossiles. Dans toutes les COP précédentes, on nommait les émissions de gaz à effet de serre. Alors, vous allez me dire, il y a une nuance. Oui, il y a une nuance, ça ne veut pas tout à fait dire la même chose. Quand on parle des énergies fossiles, on parle de la source, on parle de la cause, on est beaucoup plus précis, et donc on entre vraiment dans une autre époque. C'est le début de la fin des énergies fossiles. Et il faut noter que, je l'ai dit, ça se passait à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, où toute la fortune est liée au pétrole. Les Saoudiens, jusqu'ici, à chaque fois, ils affaiblissaient les textes de la COP. Là, ils ont accepté, donc c'est quand même aussi un signe. Mais c'est un signe qu'en fait, une COP ne peut pas être résumée à son pays organisateur et encore moins à son président. Une COP, c'est finalement toute la complexité et la schizophrénie du monde qui se trouve catalysée. Et cette demi-victoire, mais qui est quand même une victoire, d'inscrire un horizon hors de tous les fossiles, parce qu'il faut rappeler encore une fois, d'où on vient. On vient d'il y a 2 COP, c'est-à-dire de la COP 26 à Glasgow, où on avait timidement, on était parvenu à inscrire le mot charbon, baisse de l'utilisation du charbon. C'était ça le maximum du point de vue de la nomination des énergies fossiles dans les accords de COP auxquels on était parvenu. Et aujourd'hui, on a un objectif de passer hors, alors on joue sur les mots toujours, comme on vient de le faire là, depuis 5 minutes, hors de toutes les énergies fossiles, c'est-à-dire pas seulement le charbon, mais aussi le gaz et le pétrole. Et donc, les forces du progrès, je dirais, en tout cas de la décarbonation, ont pesé dans la balance. Énormément d'États, les 2 tiers des États, mais aussi bien sûr les ONG, les mobilisations citoyennes, tout ça, finalement, diplomatiquement, ça finit par donner quelque chose. Et on le disait tout à l'heure dans le journal de 19h, il se trouve qu'aujourd'hui, l'OPEP s'est félicité de la croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2024. Alors, il y a comme un truc un peu ambigu.
Mais vous avez sans doute même prononcé ce terme à la mode qui est celui de la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, elle est celle de chaque individu qui sait qu'il y a un énorme problème avec le réchauffement climatique et qui a une vie carbonée. Parce que, voilà, il doit par exemple prendre sa voiture pour aller au travail, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Et bien, cette dissonance cognitive, c'est aussi celle du monde dans son ensemble, avec des intérêts qui sont divergents. Évidemment, les pays qui vivent et les puissances et les intérêts financiers, bien entendu, je ne suis pas naïf, les populations qui vivent des énergies fossiles n'y ont aucun intérêt et freinent des quatre fers. Et puis, en face, vous avez, par exemple, le regroupement des États insulaires qui voient leur pays mourir, c'est-à-dire être dans les décennies à venir engloutis, qui ont un intérêt direct à ce qu'on freine le plus possible, à ce que chaque dixième d'augmentation des températures soit préservé. Et c'est le choc de ces intérêts qui produit la logique des petits pas, des COP après COP. D'ailleurs, la Russie, qui est l'un des plus gros producteurs de gaz et de pétrole, a dit il faut éviter une sortie chaotique des énergies fossiles. Donc, elle commence à mettre un petit frein parce qu'évidemment, elle a peur aussi. C'est ce que vous disiez quand c'est son intérêt. Ce texte, comme tout texte diplomatique, est une dentelle. Chaque mot est pesé. Il faut que la sortie, j'ai noté les mots, soit juste, ordonnée et équitable. Dans juste, ordonné et équitable, eh bien, vous avez le monde entier qui se déploie. Pour chacun des mots, vous avez une partie du monde, une zone géographique qui a exigé telle ou telle chose en fonction de sa situation individuelle et en fonction de ses intérêts. Et donc là, on voit quelque chose de très important se dessiner à l'issue de cette COP. C'est une transition environnementale qui est pragmatique et qui va être à géométrie variable. Je pense que la plus grande leçon qu'il faut tirer du texte issu de la COP 28, c'est que chaque pays ou chaque groupe de pays, chaque région du monde mettra en œuvre sa transition environnementale et peut-être que la conjonction de toutes ces transitions environnementales, c'est ce qu'on souhaite, parviendra à la neutralité carbone qui a été réaffirmée en 2050 et surtout à ne pas dépasser les 2 degrés d'augmentation des températures parce que malheureusement l'objectif de 1,5 degré, il paraît assez compromis aujourd'hui. Alors chaque pays va avoir sa propre transition environnementale et puis nous, chacun d'entre nous, en tant que citoyen, on essaye de faire nos petits gestes, de participer à notre manière et j'aimerais qu'on prenne en ligne Nicolas. Bonsoir Nicolas. Oui, bonsoir. Merci d'intervenir sur Europe 1. Vous êtes l'exemple type de celui qui essaye à son niveau de faire quelque chose pour la planète. Oui, alors écoutez, je suis un petit peu, j'ai un peu peur de parler là maintenant après ce que je viens d'entendre en fait. Pourquoi ? Parce que globalement, je suis pas tellement d'accord avec ce que vient de dire ce monsieur. Ah bah alors allez-y. Qui se dit spécialiste. Et moi, je suis pas du tout spécialiste. Je suis pas écolo. J'essaye de faire les choses à mon niveau. Mais quand j'entends que globalement, la COP 28, ça accouche d'un texte diplomatique, qu'il faut être pragmatique et que finalement, voilà, il faut arriver à horizon 2050 à la limitation des augmentations de 2 degrés. En fait, je me dis que ces gens-là n'ont pas vraiment compris l'urgence qu'il pouvait y avoir aujourd'hui. C'est-à-dire que, en fait, ce qui m'embête un peu, c'est qu'effectivement, je vais vous expliquer, et on m'avait demandé d'intervenir sur ce que je peux faire dans ma douche, à récupérer de l'eau et arroser mon jardin. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'urgence, elle n'est pas du tout à ce que est sorti de la COP 28, à savoir une réduction de 20% ou 30% ou 40% des consommations de pétrole, alors qu'à horizon 2030, il faut qu'on divise par 5 nos émissions de gaz à effet de serre. Mais j'ai pas compris en quoi vous n'étiez pas d'accord avec ce que disait Antoine Bueno. Qu'est-ce qui vous paraît faux dans ce qu'il dit ? Je pense pas qu'il est faux, je pense qu'il n'a pas conscience de l'urgence en fait, climatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à horizon 2030, par rapport à ce que les spécialistes du GIEC ont sorti lors de leur dernière étude, à horizon 2030, si on veut limiter l'augmentation de la température de 2 degrés, et c'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC, il va falloir diviser par 5 nos émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, la COP28 nous dit, via des textes diplomatiques,
on va arriver à horizon 2050 à une neutralité carbone et que chaque pays fera les efforts qu'il pourra faire par rapport à ses possibilités. Ah oui. Mais on n'en est pas là. Alors moi, je veux bien vous expliquer effectivement ce que je fais chez moi pour essayer de limiter ma consommation d'eau, pour essayer de vous expliquer ce que je fais pour réduire mes consommations de gaz par rapport à mon chauffage. Mais ça me paraît tellement minime que voilà, je trouve ça assez dingue qu'aujourd'hui on ne se rende pas compte de l'urgence. Mais la question n'est pas de se rendre compte. Je pense que tout le monde a maintenant conscience de l'urgence, puisqu'on vient de dire que pour une fois, cette COP28 avait réussi à trouver un compromis. Alors certes, il n'est pas formidable, c'est peut-être le verre moitié plein et non pas le verre plein. Mais on est obligé de faire avec, vous avez entendu, tous ces pays qui freinaient des cas de fer si on était allé encore au-dessus. Alors on est tous d'accord qu'il y a une urgence et Antoine Bueno n'a rien dit d'autre que cela. Simplement, on commente un résultat qui est ce qu'il est, qui est pas si mauvais par rapport à ce qu'on pouvait craindre au départ, qui aurait pu être bien meilleur, je suis d'accord avec vous. Vous dites que, alors on va plus avoir le temps que vous nous donniez toutes les mesures que vous prenez à titre personnel, mais si chacun d'entre nous sur cette planète fait un petit effort, c'est les petites rivières qui font les océans aussi. C'est pour ça aussi qu'on avait envie de vous entendre, parce que Antoine Bueno, je vous laisse répondre vous-même, il nous reste pas beaucoup de temps. Moi je crois que cet auditeur, Nicolas, et je comprends d'ailleurs, je pense qu'il il articule un discours qui est idéaliste, et c'est un discours idéaliste aussi qui pousse au train les décideurs à la fois économiques et politiques à agir, et heureusement qu'il y a ce discours-là, mais il n'y a aucune ambiguïté à avoir sur, par exemple, l'objectif de neutralité carbone en 2050. C'est-à-dire que si on arrive à la neutralité carbone en 2050, on satisfait les recommandations du GIEC, c'est-à-dire qu'on n'augmente pas les températures au-delà de 2 degrés, et peut-être même qu'on se situe dans la fourchette entre 1,5 et 2 degrés. Le problème, c'est que je ne pense pas qu'on arrive à la neutralité carbone en 2050. C'est ça le vrai problème. Sachant que 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée, donc on n'est qu'au début là. Je peux vous prédire que 2024 sera plus chaude que 2023 probablement, et 2025, etc. Quoique, il ne faut pas confondre non plus la météo et le climat, parce qu'il y a des irrégularités, mais tendanciellement, on sait ce qui va se produire, et je suis d'accord avec l'auditeur, l'urgence, elle n'est pas à venir, l'urgence, elle est présente, et pour parler du verre à moitié plein, il y a un point qui a été totalement passé par pertes et fracas au cours de cette COP, c'est celui de l'adaptation. Pertes et profits. Par pertes et profits, voilà, on peut dire ça, oui, exactement, du nom presque du fonds qui a été créé, mais on a très peu parlé d'adaptation. Or, l'adaptation, comme le réchauffement, il est déjà présent, il est déjà réel, il a déjà des impacts dans un certain nombre de pays, en particulier les pays africains. Il faut financer de l'adaptation, et aujourd'hui, ça n'est pas financé. Merci beaucoup Antoine Bueno, sujet très large sur lequel on pourrait encore discuter longtemps. Merci à Nicolas qui nous a appelés. Je rappelle que vous êtes conseiller au Sénat sur les questions écologiques et aussi auteur du livre « Faut-il une dictature verte ?» aux éditions Flammarion. Dans un instant, on passe de la COP à la coupe de champagne, bien sûr. Les petites bulles n'ont plus autant la cote. Si ça vous inspire, vous n'hésitez pas à appeler le 01 80 20 39 21. On sera avec un grand spécialiste, Thierry Dussauve.